Je m'appelle Abdelkrim Sibachir, je suis professeur à l'université, mais je suis également président d'une association locale. Alors, en Algérie, les zones humides, elles occupent une place assez importante par rapport à tout le bassin méditerranéen. Ici, on voit un petit peu que l'Algérie, de par les surfaces que représentent les zones humides, elle est placée en 4e position après l'Égypte, la France, la Turquie. L'Algérie vient en 4e position, comme j'ai dit, mais beaucoup plus avec des zones humides, que ce soit continentales, beaucoup plus continentales, avec de grandes surfaces, mais aussi une grande bande littorale qui fait que nous avons également une grande diversité de zones humides. Alors, en Algérie, les zones humides avant étaient découpées d'une façon beaucoup plus administrative. Sectorielle, administrative, c'est pour dire que l'Algérie est divisée en wilayas, en départements, et c'était beaucoup plus une division administrative. Depuis 2016, l'Algérie s'est dotée d'une... Ça ne veut pas passer. Excusez-moi. En 2016, l'Algérie s'est dotée d'une nouvelle stratégie des zones humides. Malheureusement, ça ne passe pas. Je pense que mademoiselle Imen Benzina a partagé avec vous le lien pour télécharger le PDF de ce document. C'est une stratégie qui est étalée sur un quinquennat, sur 5 ans, qui est déjà, on est à l'année, si vous voulez, finale de cette stratégie. Dans la nouvelle stratégie, heureusement, on s'est rendu compte que l'eau, elle devrait beaucoup plus être gérée d'une façon où on la prend en considération en tant que bassin versant, plutôt qu'une gestion, si vous voulez, sectorielle. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis. Alors, au niveau de ces complexes, qui sont d'ailleurs au nombre de 16, moi, je vais vous parler du complexe des Sebkhat des Ores, qui est un complexe assez important, mais également un complexe assez représentatif des zones humides de l'Algérie et de l'Afrique du Nord d'une façon générale. Parce que ce que je vais vous présenter dans cette région, c'est un petit peu la même chose qu'on trouve, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Libye également, et même en Égypte, où les zones humides de l'intérieur, qui sont des écosystèmes aquatiques continentaux, sont beaucoup plus représentées par des grandes étendues de salins, des chôtes, des sebkhas, mais également beaucoup de zones humides qui sont d'eau douce, à savoir surtout les retenues collinaires, mais également des cours d'eau, des marais, des marécages, mais la dominance est beaucoup plus celle, comme j'ai dit, des salins, des sebkhas et des chôtes. Là, je présente globalement la région, le complexe des Sebkhat des Ores, qui est un complexe, comme j'ai dit, assez étendu parce qu'on est là au nord-est de l'Algérie. C'est un complexe qui abrite déjà, de par son importance, 12 zones humides qui sont classées Ramsar et qui couvrent des surfaces assez éparses. On parle de quelques centaines d'hectares jusqu'à des centaines de milliers d'hectares, comme ici, par exemple, à Chott Melghir, où on voit qu'il y a des étendues très importantes. Dans cette région, comme j'ai dit, il y a 12 sites Ramsar qui représentent pratiquement, si vous voulez, le quart des zones humides en Algérie, parce qu'on a déjà 50 zones humides qui sont classées. Cette région, elle est beaucoup plus alimentée par 3 bassins versants, si on parle du point de vue hydrologique, et qui sont alimentés surtout par les fentes des neiges et les cours d'eau qui se trouvent au niveau des montagnes des Ores. Ce qui caractérise la région, parce qu'on est à l'intérieur du pays, c'est ce climat semi-aride à aride, voire même saharien dans la partie sud de ce complexe. C'est une région également décotone du point de vue écologique, c'est très important parce qu'à la limite entre 2 étages bioclimatiques, on trouve également une biodiversité et on trouve, si vous voulez, des conditions écologiques, environnementales qui sont différentes et qui fait que dans ces régions décotones, on trouve ce qu'on appelle aussi les régions de haie, hein, c'est-à-dire des régions qui ne sont pas totalement dans l'aride, pas totalement dans le semi-aride, mais entre les deux. Ce qui fait qu'il y a une singularité, si vous voulez, par rapport à d'autres régions du monde. Cette région, comme la majorité des régions du monde et du bassin méditerranéen en particulier,
subit une grande variation et éventuellement des changements climatiques si on parle à grande échelle. Alors, la région est beaucoup plus connue par les géographes. Là, je parle à mon collègue Mohamed du Maroc, pour dire qu'avant, on l'appelait le grand pays des lacs. Parce qu'en effet, c'est une sorte de chapelet, hein, c'est une succession de zones humides, comme on le voit ici, et qui fonctionne du point de vue écologique comme un corridor écologique. Parce que entre les sites, il y a toujours des échanges, surtout au niveau des oiseaux d'eau. Et également, si vous voulez, c'est un complexe qui va jusqu'à la Tunisie à l'est, et ce qui fait un petit peu sa particularité écologique. Alors, dans cette région, comme j'ai dit, si on parle maintenant de gestion sectorielle, c'est de dire que, si vous voyez ici les lignes jaunes, c'est un petit peu les limites des wilayas. Les limites des wilayas sont indiquées ici par les lignes jaunes, qui fait que nous avons 4 wilayas. Mademoiselle Benzina, on en a parlé tout à l'heure. La wilaya de Batna, d'Oum le Bouagui, de Khenchla, de Tébessa, et également de Sétif à l'ouest. Alors, c'est pour dire que pour gérer justement un tel complexe, il faut prendre en considération cet aspect de complémentarité et que, en fin de compte, rien ne sert à protéger une zone humide si on ne protège pas les zones humides limitrophes. Du point de vue typologie, on voit que dans la région, nous avons, alors là, ce n'est pas que des sites de notre région, il y en a qui sont un peu au nord, comme celle qu'on voit ici en bas, où il y a plus de verdure. Mais dans notre région, c'est comme vous le voyez dans le fond de mon image, c'est des zones qui sont beaucoup plus des zones salées, saumâtres, mais on trouve également beaucoup d'autres zones humides qui sont très peu connues parce qu'on a tendance à avoir beaucoup plus d'intérêt aux zones humides de grande surface, hein, des centaines de milliers d'hectares, plutôt que ces petits points d'eau, ces petits cours d'eau qui ont leur importance ou une importance très importante. Alors, du point de vue biodiversité, puisque c'est l'élément clé de ma communication, si je parle de biodiversité, j'aurais dû mettre le S ici pour dire qu'on ne parle pas que de la biodiversité, si vous voulez, végétale, animale ou de la biodiversité dans ces 3 niveaux, à savoir génétique, spécifique et écosystémique. Mais je vais essayer de passer en revue juste pour montrer que cette région, elle recèle des richesses énormes et que cette flore constitue également des ressources naturelles qui sont utilisées par les riverains à des fins différentes, que ce soit pour le pâturage en tant qu'espèce fourragère, que ce soit en tant qu'espèce médicinale ou bien dans les constructions ou autres, mais jusqu'à ce jour, il y a au moins 186 espèces végétales qui sont déjà recensées. Et on trouve également des formations végétales assez spécifiques, assez particulières, qui sont des formes de touffes, surtout des salicornées, des espèces qui résistent à la salinité et à la sécheresse. Les invertébrés sont également assez importants. Et si je parle de ça, c'est pour dire que ces chiffres sont pratiquement dérisoires. Parler de 182 espèces d'invertébrés dans une telle région, c'est infime. Pourquoi? Parce que si on ne prend que les insectes, on risque de trouver des milliers d'espèces. Mais à titre indicatif, moi, j'ai listé un petit peu les espèces qui ont un intérêt, si vous voulez, patrimonial, puisqu'elles sont protégées en Algérie, ou bien également dans le monde à travers l'UICN, le livre rouge, le Red Book, et ainsi de suite. C'est le cas également pour les espèces vertébrées, que ce soit pour les reptiles, pour les mammifères, mais aussi pour les oiseaux, parce que les oiseaux sont les meilleurs indicateurs des zones humides. On compte environ 180 espèces d'oiseaux d'eau, ce qui représente un peu plus des 2/3 de la bifaune aquatique en Algérie, parmi lesquelles il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées en Algérie ou bien qui sont listées comme étant des espèces vulnérables ou des espèces, si vous voulez, en danger ou en dangereux, comme la spatule blanche. Vous avez également le flamant rose. Comme toutes les zones humides de l'Afrique du Nord, les espèces d'oiseaux d'eau sont beaucoup plus des espèces qui sont hivernantes. C'est-à-dire que le fonctionnement de ces zones humides est beaucoup plus important
en hiver, ça se comprend parce que les zones humides sont remplies d'eau, alors qu'en été, et pratiquement à la fin du printemps, c'est pratiquement la disette, c'est le dessèchement de ces sites. Alors, à travers cette biodiversité, il y a également une biodiversité des habitats ou des écosystèmes, puisqu'on trouve des écosystèmes ou des zones humides de typologies différentes. Mais au niveau de la même zone humide, on peut également rencontrer des habitats très différents. Dans tous ces habitats et ces zones humides, il y a, si vous voulez, des richesses et des services écosystémiques qui sont très importants, non seulement à cause de l'eau, parce que l'eau est généralement pas très demandée, et surtout quand il s'agit des zones humides et chaudes, parce que l'eau est salée, mais dans les sites où l'eau est douce, généralement il y a une grande demande, si vous voulez, socio-économique, il y a une grande pression socio-économique. Alors maintenant, si je parle des facteurs de dégradation et de menaces, ben, je dirais qu'on peut les diviser en deux. Il y a les facteurs connus, les facteurs naturels qui sont cycliques, qui peuvent changer dans le temps, mais auxquels on est confronté. C'est surtout ce problème, si vous voulez, du climat, qui est un climat rigoureux. C'est un climat qui fait que la sécheresse, si vous voulez, elle subit au niveau de ces zones humides, puisqu'elle va jusqu'à, si vous voulez, le dessèchement total de ces zones humides. Alors là, j'ai parlé de variation et de changement climatique, mais si vous voulez, la plus grande ou les plus grands facteurs de dégradation sont beaucoup dus à l'être humain. Et là, j'ai mis comme ça une liste assez, si vous voulez, étalée. C'est un petit peu les mêmes pressions, les mêmes facteurs que tout à l'heure a été cité par mon collègue de là-haut, à savoir le pompage de l'eau, surtout pour l'eau douce, pour si vous voulez, les services d'irrigation des terres agricoles ou bien l'abreuvement du cheptel. La gestion sectorielle qui pose un problème énorme parce qu'en Algérie, on est en train d'installer beaucoup de zones humides artificielles, notamment des retenues d'eau, des barrages. D'ailleurs, cette gestion sectorielle présente quelques problèmes déjà avec nos voisins tunisiens et marocains, puisque c'est un problème de bassin versant. Le bassin versant du Megerda pose un petit peu problème par rapport à nos voisins tunisiens parce qu'on est en train de retenir de l'eau. Au niveau du bassin de Djorf al-Torba à l'ouest, c'est avec nos collègues ou nos voisins marocains aussi, on peut avoir ces problèmes. C'est pour ça que cette gestion sectorielle peut dépasser même l'espace, si vous voulez, des pays pour aller entre des pays différents. Il y a l'agriculture ou la surexploitation, si vous voulez, des terrains agricoles à côté des zones humides, le surpâturage, le braconnage, les cueillettes, les pollutions, l'urbanisation. Et je passe, j'ai mis ça en rouge pour parler du paludisme, de la grippe aviaire, du Covid-19, parce qu'il s'agit de zoonoses, mais c'est pour dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au niveau des zones humides, ce n'est que lorsqu'on a découvert la grippe aviaire et le risque si vous voulez, de la propagation de la grippe aviaire à travers les oiseaux migrateurs, qu'on a commencé à donner de l'importance aux oiseaux d'eau et aux zones humides. C'est pour ça que j'ai mis ici le paludisme, la grippe aviaire, le Covid-19 parce que c'est une zoonose aussi, et que ces problèmes, elles peuvent, si vous voulez, donner un peu plus d'importance à ces zones humides et de l'importance qu'il faut donner à la gestion de ces zones humides. Alors, dans ce cas, moi, j'ai parlé ici de la responsabilité de tous, parce que en Algérie, nous avons des organismes de point focal, c'est la Direction générale des forêts, mais au niveau, si vous voulez, décentralisé, au niveau local, il y a ce qu'on appelle les conservations des forêts, au niveau de chaque wilaya, mais aussi les organisations non gouvernementales qui commencent à prendre, si vous voulez, un peu de place au niveau de la gestion des zones humides. Mais moi, je pointe un petit peu sur un aspect qui est important, c'est celui de la mauvaise, voire de l'insuffisance de la prise de conscience par rapport aux zones humides. Si je dis ça, ce n'est pas seulement, on incombe généralement ça à la population locale, aux petites gens qui n'ont pas une grande instruction, une grande culture, mais malheureusement, moi je pense que c'est un problème qui touche même, si vous voulez, la classe cultivée, la classe moyenne et même les décideurs, les gens qui sont, si vous voulez, dans le domaine.
Là, c'est juste pour emboîter un petit peu le pas à ce qu'a dit mademoiselle Benzina, parce qu'en parlant des observatoires, moi je dis que c'est très important de créer ces observatoires. Et que l'observatoire, il faut faire la part des choses. L'observatoire dont tu as parlé tout à l'heure, comment s'appelle Ridani, Kilani, oui, c'est par rapport à l'observatoire. Là, c'est un mirador pour l'observation. L'observatoire, c'est une entité, si vous voulez, qui n'est pas obligée d'avoir une bâtisse de 3 étages ou autre. L'observatoire, c'est beaucoup plus un réseau. C'est un réseau qui est constitué par tous les toutes les parties, si vous voulez, impliquées dans la gestion, la connaissance et la gestion des zones humides. Et dans ce cas, nous avons lancé justement un projet qui a été financé ou qui est financé par le FFM et le AFD. Et donc, la Tour du Vala, qui est un centre de recherche au niveau de la Camargue, près de Marseille, c'est elle qui est en train, si vous voulez, de faire un petit peu la synthèse entre ces parties. Je réponds également à l'un des participants de ce matin pour dire que il est plus important de faire des plans d'action. Ça, c'est vrai. Mais un plan d'action, on ne peut pas le faire si on n'a pas, si vous voulez, ces données. Parce que justement, l'observatoire, le point le plus important au niveau des observatoires, c'est celui de donner des indicateurs. Et des indicateurs à tous les niveaux, des indicateurs non seulement de la biodiversité, qui est l'élément, si vous voulez, naturel, mais également des indicateurs au niveau socio-économique. Et c'est ce qui fait que les observatoires, ils ont cet objectif justement de trouver ce consensus ou, si vous voulez, cette harmonie entre la préservation et la conservation des zones humides et également la demande pressante de la population locale. C'est pour ça que tout plan de gestion, tout plan d'action, qu'il soit urgent ou à long terme ou à moyen terme, ne peuvent être faits qu'à base, si vous voulez, d'observatoires, parce que l'observatoire nous permet déjà d'avoir, si vous voulez, les données, de connaître, parce que pour gérer, il faut d'abord connaître, valoriser ou évaluer ou capitaliser, et ce n'est qu'après ça qu'on peut, si vous voulez, donner des orientations à nos gestions. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute de vos questions.